Bonjour à tous et bienvenue à notre conférence Aparté. On est très heureux de vous retrouver, j'espère nombreux connectés. Alors comme vous le savez sans doute, Aparté est une association qui regroupe des professionnels de la transmission d'entreprise. Donc nous avons à la fois des membres venant de la profession des avocats, des investisseurs, des banquiers, des cabinets de cession-transmission, des notaires, des assureurs, des administrateurs judiciaires. J'espère que j'ai oublié personne, mais en tout cas, voilà, toutes ces professions-là se retrouvent une fois par mois et puis nous avons le plaisir aussi de faire une conférence annuelle. L'objectif pour nous, c'est vraiment de promouvoir les opérations de transmission sur notre territoire, mais nous sommes tous membres de cette association de manière personnelle, hein, c'est vraiment très intuitu personnel, et nous sommes là pour représenter bien sûr les métiers que nous exerçons. Alors aujourd'hui, je suis entourée de plusieurs membres d'Aparté, Alexandre Guéquière qui est avocat, Arnaud Lavril qui est investisseur, et puis enfin Christophe Pondron qui est banquier. Et puis je laisse la place à notre conférence. Merci. Donc, bonjour à tous. La réunion de cette année est organisée autour du thème réussir sa croissance externe en période d'incertitude, et on a la chance de pouvoir accueillir aujourd'hui Jean-Manuel Lévesque, président de Novépan. Grand merci à Jean-Manuel d'être... je vais enlever plutôt mon masque, oui. Grand merci à Jean-Manuel d'être parmi nous aujourd'hui, et au nom d'Aparté, tous nos remerciements d'avoir accepté notre invitation. Tu es président aujourd'hui de Novépan, un groupe dans le domaine de l'agroalimentaire, spécialisé dans la création de pain pré-cuit, commercialisé dans le domaine de la grande distribution et de la restauration hors foyer. C'est un sujet particulièrement intéressant cette année parce que c'est le monde de l'agroalimentaire. Le monde de l'agroalimentaire, c'est un sujet, je dirais, quel que soit l'âge des clients. On va parler de traçabilité, on va parler de produits de qualité. On le sait, dans le domaine du pain, on va parler du levain. On va parler aussi de la qualité, de l'innovation dans les produits, l'innovation dans tout ce qui est lié au goût, ce qui est goûteux pour les clients, parce que les clients ont leur point de vue, ont leur façon d'appréhender le pain. Et ce qui est intéressant avec Novépan, justement, c'est toujours cette notion de nouveauté, tout en gardant cette notion de tradition. Alors, en quelques mots, aujourd'hui, Novépan, il y a un certain nombre d'actionnaires. L'actionnaire majoritaire, c'est Azulis Capital, que vous connaissez certainement, qui a déjà fait des opérations sur la région de Lille, et entre autres avec Altaïr et les produits Starwac il y a quelques années. Et il y a plusieurs fonds au capital. Il y a donc BNP Paribas Développement, Arkea et Sven qui nous ont rejoints. Et pour notre réunion d'aujourd'hui, elle va être orchestrée autour de 3 thèmes, donc comme a dit Stéphanie, la partie fonds d'investissement, la partie dette, et puis avec aussi Alexandre, la partie juridique. Voilà en quelques mots. Ensuite, si on a le temps, on prendra quelques questions. Et je vais maintenant laisser la parole à Jean-Manuel qui va nous présenter son parcours, mais aussi Novépan, et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Très bien, merci Arnaud, et effectivement, merci pour l'invitation. Bon, c'est vrai qu'on se tutoie parce qu'on se connaît bien. Merci également à Aparté pour l'accueil. C'est un privilège d'être avec vous ce matin et de pouvoir vous parler un petit peu de croissance externe en période d'incertitude et en parlant de l'exemple de Novépan. Donc, juste un petit mot tout d'abord me concernant. Donc, je m'appelle Jean-Manuel Lévesque, je suis président de Novépan, qui est une PME, on va dire, une grosse PME de la boulangerie industrielle, dont le siège social est à l'Homme, d'où ma présence ici également. Moi, j'ai une trentaine d'années d'expérience dans la filière blé, farine, pain, j'ai été précédemment, pendant 15 ans, le directeur général d'une entreprise du même secteur qui s'appelle Deli-France, dans le cadre de laquelle j'ai été amené à faire pas mal d'opérations de croissance externe, que ce soit en France ou à l'international. Ça m'a permis également d'avoir une expérience dans le domaine du LBO, puisque nous avions réalisé un LBO
il y a une vingtaine d'années. Et donc, depuis 20 ans à peu près, je me suis familiarisé avec le principe des LBO. Voilà. Et pour finir, dans les valeurs qui me tiennent à cœur, il y a la notion de vision stratégique, bien sûr, de croissance, de développement, à la fois de l'activité, mais aussi des collaborateurs, de vision stratégique, mais aussi de rigueur dans l'exécution, et puis, en même temps, un esprit d'équipe. Et puis, ce qui me paraît important aussi, c'est l'humour, surtout en période difficile. Alors, vous connaissez sans doute pas trop Novépan, parce que nous sommes principalement un acteur du B2B, c'est-à-dire qu'on vend des produits de boulangerie à des professionnels de la distribution et de la restauration qui eux-mêmes les transforment et les vendent comme frais aux consommateurs que nous sommes. Donc notre marque, en fait, disparaît au four, si je puis dire, puisque c'est vendu ensuite sous les enseignes de nos clients de la distribution et de la restauration. Le pain est cuit sur place. Exactement. Dans le... la grande majorité de nos produits, on fait également des produits de snacking, on fait également des pâtons de pizza, mais la grande majorité de nos produits sont effectivement transformés sur le point de vente final, vendus comme frais aux consommateurs, avec l'avantage du coup d'une cuisson qui a été faite très récemment par rapport à des produits qui auraient pu être cuits des heures et des heures auparavant. Voilà, donc Novépan, donc une 60aine de millions d'euros de chiffre d'affaires, 240 collaborateurs, 5 sites de fabrication en France. Vous voyez, une entreprise à taille humaine et bien sûr un certain nombre de certifications. Nos gammes de produits, 4 gammes principales, le pain dont je viens de vous parler, les produits de snacking, les pâtons de pizza, et puis de manière un peu transversale, les produits bio. Vous verrez, je vous en parlerai, mais pour nous, le positionnement premium, bio, filière, agriculture raisonnée, c'est extrêmement important parce que de plus en plus, le consommateur a besoin d'être rassuré sur l'origine des produits qu'il consomme. Nos clients, je l'ai dit, principalement la distribution, la restauration, la France et un peu d'export, un peu seulement, mais je pense qu'on en reparlera. Nous sommes franco-français, donc comme je le disais, avec notre siège social à Lomme, et au total 5 sites en dehors de Lomme, Dunkerque, donc également dans la région Hauts-de-France, Rouen, Haute-Ivoire, alors là c'est moins connu, mais c'est pas très loin de Lyon, c'est dans les monts du Lyonnais. C'est l'entreprise Bionatis qui fait que des produits 100% biologiques. Et Gijan, alors Gijan c'est entre Sète et Montpellier, dans une belle région. Et donc comme vous le voyez, on est pas mal au nord et un peu au sud et un peu au centre. Voilà, donc il faut une certaine mobilité, comme dirait Sébastien Pécrot, notre directeur commercial, il faut du jeu de jambes. Grand amateur du LOSC, petit clin d'œil au passage. Donc nos produits sont produits à 100% en France. Et pour finir cette présentation synthétique, un point qui est très important, bien sûr, il faut de la croissance, bien sûr, il faut de la profitabilité, mais ça ne peut pas ne pas passer par une démarche RSE forte. Donc c'est vrai que j'ai impulsé une démarche RSE pour à la fois la formaliser, la prioriser et la partager avec l'ensemble des collaborateurs et des tierces parties, axée sur 3 axes. Un axe produit, un axe social et un axe environnemental. Voilà, la démarche RSE. Je sais que pour la communauté financière, c'est également très important, mais pour nous, ce n'est pas simplement pour faire plaisir à la communauté financière, ça tombe bien que ce soit raccord, mais c'est vraiment parce que c'est pour moi une conviction qu'il faut avoir une démarche RSE forte et que c'est les entreprises qui épousent les démarches RSE les plus structurées qui sont les plus performantes. Et ça a nécessité des modifications dans l'organisation de la mise en place du RSE? Ça a entraîné des modifications. En tout cas, ça a permis de structurer des choses qui étaient déjà faites. On en faisait déjà. Hein, la démarche RSE, c'est un petit peu voilà, comme M. Jourdain. On en faisait sans le savoir. Mais là, ça a permis de prioriser, on va dire, à la fois une mission. C'est quoi notre mission? Donc, je crois qu'elle est à l'écran. Donc, c'est d'être créateur de produits bons, naturels et responsables, préservant les ressources et respectant les hommes. Donc, il y a cette notion de mission. Et ensuite, on a défini collectivement, on s'est fait un petit peu aider au début et puis vraiment, on s'est approprié le sujet ensuite. On s'est proposé d'aborder le sujet par 3 axes. Un axe, un pilier produit, parce que notre première mission, c'est
de fabriquer des produits avec un certain nombre d'éléments, mais je ne vais pas rentrer dans les détails sur la notion de clean, de proximité, etc. Produits bio, naturellement, et d'agriculture raisonnée, notamment avec un label qui s'appelle le CRC. Et donc, premier axe produit. Deuxième axe, un axe social avec tout ce que ça recouvre en matière de formation, de développement des talents, etc., même dans une entreprise à taille humaine. Et un troisième axe, un axe environnemental, où là aussi, on a des démarches extrêmement concrètes avec de la récupération de chaleur pour fabriquer, produire de l'eau chaude et plein d'autres sujets très, très concrets qui visent à réduire notre empreinte carbone, parce qu'on fait un bilan carbone tous les 3 ans avec un objectif de réduire fortement notre empreinte carbone dans les années à venir. D'accord. Merci. Alors, je dirais, si on regarde un petit peu l'historique, tu es arrivé en 2018, on était dans un cadre de LBO, donc organisé et structuré avec Julis. Et au moment où tu arrives, il y avait déjà beaucoup de choses à réaliser, étant donné qu'il y avait eu l'arrivée de Lubrano, qui venait rejoindre les équipes qui existaient aujourd'hui sur le Nord. Tu avais un certain nombre de sujets avec les équipes à réunir, à faire une unité entre Lubrano et les entités existantes. Simultanément, tu avais de nouveaux sites industriels à gérer et tu avais évidemment des fonds d'investissement qui devenaient tes interlocuteurs. Comment tu as vu cette période? Quel est ton retour un petit peu sur cette période qui était avec beaucoup d'éléments stratégiques pour la société? C'était une période à la fois très active. C'est toujours à la fois un challenge de découvrir une entreprise. Bon, le secteur d'activité, j'ai eu l'avantage de le connaître, mais on ne connaît jamais un secteur à fond. Mais j'avais l'avantage de le connaître. En revanche, on découvre l'entreprise, on découvre sa culture, on découvre les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, les outils de production. Donc ça, c'est absolument passionnant. Et en même temps, il y a tout le volet effectivement actionnarial, donc la relation avec l'actionnaire principal, Zulis, avec l'ensemble des investisseurs dont tu fais partie, avec la communauté, on va dire, que ce soit le pôle bancaire, que ce soit l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est à la fois très riche, c'est à la fois une découverte qui nécessite d'être un petit peu sur tous les fronts au même moment, et en même temps, faut à la fois tirer parti en ce qui me concerne de l'expérience que j'avais pu acquérir, et en même temps surtout ne pas répliquer les modèles que j'avais pu expérimenter avant. Et ça c'est important parce que je venais d'une entreprise plus importante et j'ai toujours essayé de faire attention à la fois avoir de l'ambition, mais aussi avoir de l'humilité et de traiter les problèmes, non pas en disant je sais parce que j'ai déjà fait et donc vous allez voir qui c'est Raoul, mais plutôt d'être dans une approche beaucoup plus à l'écoute et d'essayer de tirer parti de mon expérience, mais en l'adaptant véritablement aux problématiques de l'entreprise. Et il y a par exemple des sujets, notamment sur le plan industriel, où j'avais des convictions auparavant que j'ai donc un petit peu rebattues à l'occasion de cette expérience, voilà, pour me dire, bah, tiens, les schémas, les mécanismes qui fonctionnaient avant, c'est peut-être pas ceux qu'il faut mettre en place dans le cadre de Novépan. Oui, parce que la taille n'était pas la même entre Novépan et les précédentes activités. Voilà, la taille n'était pas la même, le positionnement n'était pas le même, et donc on souhaite effectivement chez Novépan fabriquer des produits un peu sur mesure pour les clients, avec beaucoup de flexibilité, beaucoup d'écoute par rapport aux problèmes clients. C'est plus facile avec des outils à taille humaine, avec des outils flexibles, polyvalents, avec une culture d'adaptation aux besoins clients. C'est plus facile que quand on a des outils plus industrialisés, avec des lignes de production à plus forte cadence, où bah, forcément la souplesse est un peu plus difficile à mettre en œuvre. Et alors justement, quand tu es arrivé en termes de stratégie, il y avait plusieurs opportunités qui pouvaient se présenter, soit lancer une stratégie de croissance organique ou lancer finalement une stratégie de croissance externe. Comment finalement le choix a été fait entre ces notions, je dirais, qui ont été vues peut-être au préalable à ton arrivée dans le groupe, où il y avait des réflexions sur la partie organique, et finalement, il y a aussi la stratégie vers l'extérieur avec des build-up. Comment tu as géré cet aspect-là aussi vis-à-vis des fonds? C'est une bonne question parce qu'effectivement,
quand je suis arrivé, il y avait un certain nombre de projets qui étaient sur la table, certains qui s'appuyaient sur des dynamiques de croissance par gamme, et puis d'autres qui étaient plus, on va dire, l'idée un petit peu qu'on pouvait répliquer des succès qui avaient eu lieu. Et en fait, quand on creusait un petit peu, c'était pas forcément assis sur des vraies stratégies, notamment commerciales, ou des stratégies produits précises. Et donc, ça m'a amené effectivement à, on va dire, analyser un petit peu la situation, à travailler vraiment en équipe, parce qu'il y avait aussi beaucoup de compétences en interne qui pouvaient s'exprimer à cette occasion-là, et puis de rebattre un petit peu les cartes. Et effectivement, ça a permis soit de poursuivre des impulsions qui avaient été imaginées, soit de les corriger, et puis effectivement, à la fois de faire de la croissance organique, on dit qu'elle est la plus noble, mais aussi de la croissance externe, puisqu'on a fait notre première opération de croissance externe 1 an après mon arrivée. Oui, alors justement, ça c'est 2019. Tu es à peine arrivé en 2018. Tu gères l'arrivée de Lou Brano et de faire cette cohésion et un groupe homogène. Et simultanément, il y a une nouvelle opération qui se dessine sur Lyon, avec toujours la même stratégie qui est de trouver des entreprises avec de la valeur ajoutée, avec des produits de qualité. Et là, est-ce que tu peux nous dire 2 mots un peu sur le processus qui a été lié à l'acquisition et aussi à la fusion de Bionatis? Oui, tout à fait. Alors tout d'abord un petit mot, parce que tu as parlé 2 fois de Lubrano, et juste pour que les auditeurs comprennent bien, Lubrano, c'est donc le site du Sud, qui est à Gijan, oui, dont je parlais tout à l'heure, et qui avait été, on va dire, regroupé avec Grain d'Angèle, dont le site est à Lomme, pour former Novépan. Voilà, oui. C'était juste un point de rappel. Et donc, Lubrano, c'est effectivement, comme on l'a vu, un site situé à 800 km de Lille, avec des cultures, je ne surprendrai personne en disant ça, assez différentes entre le nord et le sud. Donc là, c'était déjà un premier challenge que de faire en sorte que ça fonctionne. Et là, je vais faire preuve de beaucoup d'humilité. Il y a des choses qui ont avancé. Il reste du boulot sur ce sujet-là. Et ça repose notamment sur une notion de culture, de valeurs communes, et ça s'improvise pas et ça se décrète pas. Tu fais pas une note en disant à partir de dorénavant, on va tous faire partie de la même équipe et je vous demande tous d'y participer. C'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est un travail permanent, on va dire, de tous les instants. Ça, c'était pour la partie rappel, Grain d'Or, Lubrano égale Novépan. Et puis, effectivement, 1 an après mon arrivée, on a fait une opération de croissance externe avec la reprise, conformément à notre vision stratégique, vous l'avez compris, produits premium, produits bio, produits issus de l'agriculture raisonnée et vraiment être à l'écoute du client et du consommateur final en ayant des produits qualitatifs. On a pu procéder à l'acquisition de cette entreprise qui s'appelle Bionatis dans les monts du Lyonnais, qui a pour vocation de produire des produits 100% bio. Ces 2 fondateurs et managers, Thierry Delbosco et Jean-Marc Ambroisi, avaient créé cette entreprise en 2003. Donc, c'est dire s'ils avaient été visionnaires en développant les produits bio à cette époque-là. Et ils ont développé une très belle entreprise de boulangerie industrielle spécialisée sur les produits bio dans les monts du Lyonnais. Et nous avons donc acquis 100% de Bionatis, mais eux-mêmes, voilà, nous ont rejoints par ailleurs. Alors justement, c'est ça aussi l'intérêt. Bien sûr, il y a eu une augmentation de capital, mais tu as réussi à séduire, je dirais, les 2 dirigeants pour rejoindre le groupe Novépan et apporter leur valeur ajoutée. Oui, tout à fait. C'est l'avantage d'avoir un petit peu d'ancienneté et de connaissance du secteur, c'est que je connaissais en fait les 2 fondateurs. C'est également, moi, je suis pas mal investi dans les organisations professionnelles, notamment la FEB, qui est la Fédération des entreprises de la boulangerie, qui, on va dire, regroupe les acteurs de la boulangerie industrielle, des réseaux de magasins, etc. Et ce au niveau français, mais aussi au niveau international. Donc ça a permis de développer un certain nombre de contacts. Et c'est vrai que ces contacts sont utiles à la fois pour œuvrer pour la profession, mais aussi pour pouvoir nouer des relations qui peuvent servir par la suite. Donc j'avais effectivement la chance de connaître déjà les deux fondateurs, et c'est pour ça que ça a pu se faire assez rapidement, on va dire, après mon arrivée, parce que c'était très raccord avec notre stratégie. Et moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de pouvoir bénéficier de l'expérience des 2 fondateurs, Jean-Marc et Thierry, et ils ont effectivement accepté qu'ils réinvestissent une partie du produit de cession dans la holding Novépan, ce qui fait que non seulement ils ont vendu,
mais ils ont quelque part réinvesti, donc poursuivi leur démarche entrepreneuriale. Et en même temps, nous, on s'est enrichi de 2 compétences de, on va dire, chefs d'entreprise, d'entrepreneurs nés de très haut niveau. Alors justement, on parle de la société est toujours sous LBO, donc ça nécessite bien sûr des augmentations de capital, ça nécessite de la dette, ça nécessite des renégociations. Et justement, Christophe, je te laisse la parole sur cette notion de financement et d'intervention au niveau du bas de bilan. Merci Arnaud. Oui, Jean-Manuel Lévesque. Donc, si nous regardons dorénavant cette opération sous l'angle du financement bancaire, vous avez réalisé donc plusieurs opérations structurantes, ce LBO, on l'a dit, reprise sous LBO, avec une dette senior, puis une autre opération structurante, ce build-up. Quel a été le juste équilibre fonds propres dette au départ, puis au fil des opérations? Et la question était, les cédants sont-ils intervenus? Quels avantages? Vous avez commencé largement à y répondre, mais c'est très bien. Merci. Merci Christophe. Donc effectivement, en ce qui concerne l'équilibre entre dette et fonds propres, et c'était pas propre à mon arrivée, mais c'était déjà antérieurement le cas dans le schéma qui était en place, il y a toujours une grande prudence. Donc on est plutôt sur un équilibre de 1 pour 1 entre dette et fonds propres. Donc ça c'est important, et particulièrement quand on connaît ensuite les situations de crise sanitaire qu'on a pu connaître. Donc plutôt quelque chose de prudentiel. Et puis, effectivement, quand on a réalisé cette opération de croissance externe, et on espère pouvoir dupliquer le modèle, on va dire, l'objectif, c'était de permettre aux cédants de réinvestir dans la holding. Et de ce fait, ça permettait quelque part de réduire aussi le recours au financement. Merci. Alors effectivement, comment pilotez-vous cette dette senior face à cette stratégie de croissance externe? Vous avez aussi évidemment, vous êtes dans l'industrie, donc des CAPEX, des besoins d'investissement. Est-ce que cette dette, la renégociation est-elle envisageable? A-t-elle été faite? Était-elle nécessaire? Pour quelles raisons? Et puis parlez-nous aussi des covenants bancaires, les fameux covenants. Alors ça, c'est un sujet, j'espère qu'on ne perdra pas trop de monde à cette occasion-là. Et il y a d'autres spécialistes bien plus aguerris que moi sur le sujet, mais pour répondre à la première partie de votre question, en ce qui concerne, c'était donc... La première partie, c'était sur le pilotage de la dette, et notamment, est-ce que vous avez dû renégocier, la retravailler, la maturité, surtout que vous avez aussi des CAPEX. Oui, tout à fait. Ça. Donc effectivement, en ce qui concerne la dette senior, jusqu'à présent, on n'a pas eu besoin, on va dire, de renégocier la dette senior. C'est clair que s'il y avait une prochaine opération de croissance externe, à ce moment-là, on serait amené à le faire et à repackager et la dette senior existante pour le restant dû et la dette acquisition. Mais pour l'instant, nous n'avons pas eu besoin de le faire. Donc, on est resté, on va dire, sur la dette senior d'origine majorée à l'occasion de la première opération de croissance externe. Et donc, aujourd'hui, ça se passe plutôt bien à ce niveau-là. Et on espère que dans le cadre de prochaines opérations, on pourra effectivement compter également sur le soutien de notre pool bancaire que je salue à cette occasion. Merci pour eux. Voilà. Donc, les fameux covenants. Voilà. Alors, deuxième question, et je ne l'ai pas oublié, c'est les covenants. Donc là, les covenants, c'est un mot affreux d'abord, c'est un mot anglo-saxon, hein, je crois, covenants. Donc, ce sont des ratios financiers. Je suis, en tant qu'industriel, pas le mieux placé pour en parler, parce que c'est plutôt quelque chose que les banquiers nous exigent de nous. Négocie. Oui, c'est ça aussi. Négocier. Marge de négociation et pas toujours. Enfin bref. Après avoir dit quelque chose de gentil sur les banquiers, je me devais quand même de rattraper un petit peu la balance. Donc, en ce qui concerne les covenants, nous, on en a principalement 3. Il y en a d'autres qui peuvent bien sûr être envisagés. On a un premier covenant qui est dette nette sur EBITDA. Donc, celui-là, il est classique. Et on sait que on ne doit pas dépasser un certain chiffre. Alors, je ne vais pas donner de chiffre précis parce que certains, peut-être même des auditeurs, pourraient se dire, bah, tiens, je suis mal, je suis bien ou je suis dans la plaque. Donc, loin de moi la prétention de donner des chiffres repères. Mais enfin, en ce qui me concerne, en tant que dirigeant opérationnel, acteur engagé dans la vie de l'entreprise, le covenant, c'est quand même quelque chose d'important qu'on surveille non pas au jour le jour, mais enfin au trimestre en tout cas. Donc, le premier covenant, dette sur EBITDA, on comprend ce que ça veut dire. Combien d'années d'EBITDA faut-il pour me permettre de rembourser la dette? Le deuxième covenant, c'est dette sur
fonds propres, donc le fameux ratio d'equity. Oui. Donc là, je l'évoquais tout à l'heure en disant qu'en gros, être à 1, c'est pas mal, dans notre secteur en tout cas, pour notre entreprise, de la manière dont elle est formatée aujourd'hui. Et puis le troisième ratio, et là, je demande aux auditeurs un tout petit peu de patience, il est un petit peu plus technique, c'est le free cash flow, on va dire le cash flow libre, rapporté au service de la dette. C'est en gros, est-ce que j'ai suffisamment de cash flow une fois que notamment j'ai payé mes CAPEX et le BFR aussi, et le BFR, etc. Est-ce qu'il me reste suffisamment, et c'est souhaitable, pour rembourser le service de la dette, c'est-à-dire bien sûr capital et intérêt, plus si affinité. Très bien, merci. Non, c'est important parce que dans ce type de financement, on retrouve souvent des covenants. C'est important pour les auditeurs de voir quelles sont les choses que peuvent demander les banques. Cash is king, mon cher Jean-Manuel, pardon. Et donc, dans cette période de croissance et d'acquisition, a des impacts sur les équilibres financiers et c'est cette gestion de trésorerie. Face à cet endettement, quelle est votre approche dans ce domaine par rapport à la trésorerie? Comme je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir une approche prudente. C'est vrai que, et là aussi, c'était quelque chose qui préexistait et que j'ai souhaité maintenir, c'est une notion d'avoir une trésorerie, bien sûr, qui ne soit pas pléthorique, mais qui soit suffisante pour pouvoir à la fois affronter, on va dire, les besoins à court terme et aussi les aléas. Oui. Et les aléas, ça peut être des aléas commerciaux, des aléas industriels, des aléas sanitaires. Donc voilà, on a plutôt une gestion de trésorerie prudente. Alors vous m'avez entendu dire prudent à plusieurs reprises, mais qui vise à ne pas être trop short, de manière à éviter des difficultés, parce qu'on le sait bien, quand tout va bien, tout le monde est prêt à vous financer, et puis c'est quand c'est un petit peu plus difficile et que les banques sont contraires que c'est plus dur. J'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais voilà, notre vision, c'est que en tout cas, il faut que on ait de quoi voir venir. C'est vrai que dans le cadre de la crise sanitaire, on avait été amené à faire des simulations de trésorerie, de manière à pouvoir, même dans les scénarios les pires, voir si on arrivait à passer et voir si on avait besoin du coup, mais on parlera peut-être un peu plus tard, de mettre en place des mesures particulières. Tout à fait. Dernière question, donc effectivement, face à cette période de Covid, d'incertitude, je vais regrouper les deux questions. Comment avez-vous géré votre communication avec les banques, d'une part, et aussi, c'était d'ailleurs le thème de notre conférence précédente, avez-vous recours au fameux prêt garanti par l'État, le PGE, ou des reports d'échéance bancaires ou des reports d'échéance fiscales ou sociales? Alors, tout d'abord, en ce qui concerne la relation avec les banques, pour moi, ça a été quasiment naturel que de faire preuve de plus de communication que d'habitude. Alors, ça paraît évident, mais vraiment, on a essayé de le mettre en place. C'est-à-dire que ne pas attendre d'avoir des demandes, soit de la part des actionnaires, des investisseurs, soit de la part du pool bancaire, soit de la part de la communauté financière dans son ensemble, mais d'anticiper en faisant preuve de proactivité et en faisant preuve de transparence. C'est-à-dire en ne cachant pas le fait que certains mois du premier confinement, notre partie vente à la restauration a bien sûr été impactée. Donc, à cette partie-là, on a annoncé la couleur. Vous vous souvenez que le premier confinement, c'était vers la mi-mars 2020. Nous, on a des exercices qui vont de juillet à juin. Donc, on était, on va dire, en fin d'exercice. Il nous restait un trimestre, avril, mai, juin, pour finir l'exercice. On a tout de suite fait un atterrissage pour voir ce que ça allait donner. On a fait une prévision de trésor et on a communiqué là-dessus avec beaucoup de transparence et beaucoup de proactivité. Je pense que ça a été apprécié. Et PGE, report d'échéance éventuel? Alors, PGE, on a été, on va dire, relativement épargné par la crise. Je relativise, le dernier trimestre, avril, mai, juin 2020, a été très dur. Mais bon, ça c'est un petit peu résorbé par la suite. On a de nouveau un peu dégusté en 2021 avec la nouvelle situation. Mais au global, nos prévisions de trésorerie, y compris dans des scénarios un peu noirs, nous permettaient de passer sans PGE, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure en ayant un petit matelas qui permettait d'eux. Le PGE, c'est un super outil et on peut tous se féliciter des moyens qui ont été mis en œuvre pour permettre aux entreprises de passer cette situation difficile. Il n'empêche, c'est de la dette et donc il faut la rembourser. Très bien. Donc, si on n'en a pas besoin,
épargnons-nous. Merci. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur les, on va dire, les décalages, les reports d'échéance sur le partie prêt bancaire, on n'a pas eu là non plus nécessité de le faire. En revanche, sur la partie sociale ou fiscale, on l'a fait, mais on a tenté de le faire de manière responsable. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir une belle démarche RSE et puis de s'afficher responsable, durable et autres, et puis de faire preuve d'esprit d'aubaine et d'aller chercher tous les systèmes qui peuvent s'offrir à vous, y compris quand c'est pas forcément légitime. Donc, sans être angélique, hein, on est voilà, une entreprise confrontée à la concurrence, etc. Mais sans être angélique, on a essayé de faire preuve de responsabilité. C'est-à-dire que sur certains sites où nous avions fait de l'activité partielle, là, on a demandé le report de charges sociales. Sur d'autres sites où il y avait effectivement un impact parce qu'ils faisaient des produits pour la restauration, on a même demandé des reports d'ordre fiscal. En revanche, sur les sites qui étaient moins concernés, qui continuaient à bien tourner, où il n'y avait pas d'activité partielle, et ben là, on n'a rien demandé, quand bien même on aurait pu le faire. Et c'est pas pour voilà, décerner des bons points, mais c'est juste pour dire que c'est ça pour moi une démarche responsable. C'est utiliser les aides quand elles sont utiles et quand elles sont nécessitées, mais ne pas le faire quand on fait preuve d'esprit d'aubaine. Merci beaucoup. Donc, après les aspects fonds propres, après les aspects dettes, évidemment, dans toutes ces opérations, il y a des aspects juridiques importants. Et donc, je cède la parole à Alexandre. Merci. Merci, Christophe. Jean-Manuel, donc, très content et ravi d'échanger avec vous sur ces aspects-là. On a eu l'occasion de préparer un petit peu cette émission. Et moi, ce qui m'a tout de suite surpris, c'est que vous m'avez dit, moi, quand je réalise des opérations de croissance externe, ce qui est très important, c'est que je sois très bien entouré. Donc, vous avez constitué une sorte de task force avec vos différents experts, dont les avocats, mais également experts comptables ou autres. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu l'importance pour vous? Parce que c'est vrai que c'est souvent un aspect qu'on néglige un peu. Le dirigeant peut dire bah, très bien, je vais faire une opération sans y attacher plus d'importance que ça. Et puis, en fait, essayer de faire avec des personnes pas très spécialisées ou produire des compétences en interne. Est-ce que vous, justement, vous insistez sur ce point-là? Oui, alors tout à fait. C'est vrai que bon, on est avant tout, et c'est notre cœur de métier, des industriels. Donc la notion de croissance externe, d'acquisition d'entreprise, encore une fois, on ne passe pas notre temps à faire que ça. Hein. J'insiste sur le fait qu'il y a aussi de l'activité opérationnelle et de la croissance organique. Mais quand il s'agit de croissance externe, c'est un métier complexe, avec d'ailleurs plein de corps de métiers spécialisés, hein, les boutiques du M&A, les fonds, les financeurs, les avocats, et j'en oublie, les commissaires aux comptes, etc., etc. Et donc, c'est extrêmement important à la fois d'avoir on va dire une vision de l'intérêt de l'opération, du rationnel stratégique, on va dire, de l'opération. Et puis en revanche, quand il s'agit de rentrer dans le cœur du réacteur, c'est-à-dire la construction, on va dire, d'une opération de croissance externe, là, c'est absolument indispensable d'être accompagné par des spécialistes parce que c'est incroyablement technique. Quand on voit la reprise d'une entreprise, même fût-elle modeste, parce qu'en gros, d'ailleurs, que ce soit une petite entreprise, une moyenne ou une grosse, bah, il y a toujours, on va dire, la même quantité de documentation juridique à établir, et c'est extrêmement technique, et ça engage l'entreprise, parfois sur des durées très longues. Ça peut la protéger, ça peut la desservir, et donc c'est absolument indispensable d'être très bien entouré. Alors pour parler de task force, nous c'est vrai que, comme Arnaud l'a précisé, on a un fonds d'investissement majoritaire qui s'appelle Azulis, qui est rompu justement à ces opérations, et on forme avec eux et avec les spécialistes concernés effectivement un triangle. Il ne s'agit pas non plus de se départir du sujet, il faut être très impliqué dedans. Donc moi je le suis en particulier très très impliqué avec le DAF, Ludovic Joanneau, mais bien sûr on s'appuie aussi sur les compétences d'Azulis et les compétences de spécialistes comme vous, Alexandre, notamment. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez dit, moi, ce qui est important, c'est que également, la cible qu'on va acquérir, il faut qu'elle soit bien entourée. Parce que ça permet de fluidifier, on parle le même langage, c'est-à-dire il y a un même niveau de technicité, et ça permet de fluidifier les échanges et d'arriver plus facilement à un accord, puisque c'est le but dans toute opération de croissance externe,
Donc également, vous conseillez à toutes les personnes qui vont réaliser des opérations de croissance externe de s'assurer que la cible va être bien entourée également. Voilà. Alors tout d'abord, conseiller, c'est bien présomptueux, hein. En tout cas, je donne un avis qui est le mien. Mais quant à conseiller, je dirais peut-être pas forcément aussi là, mais je donne en tout cas mon expérience. L'expérience, c'est qu'effectivement, ça peut être un peu contre-intuitif. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bah, tiens, c'est intéressant, je voudrais me rapprocher d'une entreprise. Les dirigeants sont pas forcément très avertis, sont pas forcément très bien conseillés. Super, très bien, on va pouvoir en profiter. Ça, effectivement, je pense personnellement que c'est une erreur. Parce que, immanquablement, en avançant dans le processus, il y a un moment où il y a des questions vont se poser, questions souvent relatives à l'argent. Curieusement, c'est là où le bât blesse. Et à un moment, dans le processus, si ça n'est pas le cas auparavant, le vendeur va se faire appuyer d'un conseil. Mais il va le faire un petit peu au dernier moment, il va choisir quelqu'un qui ne sera pas forcément la personne la plus affûtée, et c'est généralement source de gros problèmes, parce que si on est avancé dans le processus, ça veut dire qu'il faut détricoter avant de retricoter. Et ça, d'expérience, c'est infernal. Donc moi, ma reco, en tout cas, c'est effectivement que le vendeur, le cédant, soit bien conseillé, de sorte que même si du coup ça frotte un peu, ben, au moins on part sur des bonnes bases dès le début. D'accord. Alors, si on rentre un peu dans le déroulé des phases de croissance externe, la première étape, la première grande étape juridique, c'est la finalisation d'une lettre d'intention, donc la fameuse LOI. Hein. Donc, c'est là où, en fait, vendeurs et acheteurs vont se mettre d'accord sur les principales modalités de l'opération. Donc, c'est là où on va définir le prix, les modalités de paiement du prix, earn-out, crédit vendeur, etc. Évidemment, ce qu'on achète. Parfois aussi les termes et conditions d'une garantie d'actifs et de passifs. Alors, il y a deux tendances. C'est une lettre d'intention soit très détaillée, soit au contraire très soft et assez peu détaillée en se disant que eh bien, la plupart des détails se régleront par la suite, hein, au moment des négociations, quand on va rentrer dans le dur, comme on dit. Sur ces stratégies, vous avez un avis de par votre expérience, plutôt lettre d'intention très détaillée ou plutôt lettre d'intention très large où on se dit qu'on va négocier un peu plus par la suite? Alors, je vais faire une réponse de Normand, mais un peu entre les deux, c'est-à-dire que effectivement, il ne faut pas que la lettre d'intention ce soit donc letter of intent, hein, LOI. Il ne faut pas que ce soit le SPA, c'est-à-dire l'acte de cession d'action, parce qu'à ce moment-là, ça fait 150 pages et c'est plus une LOI. Et en même temps, il faut que les éléments principaux soient clairement détaillés, c'est-à-dire aussi bien les éléments, bien sûr, portant sur le prix, sur les conditions, mais également sur la garantie d'actifs passifs, la GAP. Et plus c'est précis, plus ça évite ensuite les discussions ultérieures. Donc, je ne vais pas donner un schéma, mais une LOI de 5-6 pages, ça ne me paraît pas délirant. Une page, ça me paraît trop peu. Et puis 150 pages, ce serait pas raisonnable. Donc voilà, plutôt quelque chose de synthétique, mais où les points principaux et qui sont les points de frottement potentiels les plus importants soient traités. Alors c'est en effet la tendance qu'on constate, hein, c'est-à-dire que les LOI, on essaye de purger au moins les principaux points de manière en effet à ne pas rouvrir les discussions plus tard et être dans une forme d'entonnoir, et c'est-à-dire de figer les grands principes et au fur et à mesure de dérouler vers la conclusion d'un accord. La deuxième grande étape, c'est toutes les opérations d'audit, de due diligence, pour envoyer un terme un peu anglo-saxon. Alors, ces phases d'audit, elles sont en général soit financières, elles sont également juridiques, fiscales, sociales, etc. Alors, on sort de la période Covid, mais même si on y est encore un peu, en période Covid, si des personnes ont à faire des opérations d'acquisition, vous conseillez malgré tout de faire ces opérations d'audit, du due diligence? Oui, tout d'abord, je pense que effectivement la crise sanitaire n'empêche pas le business de continuer, que ce soit au niveau opérationnel ou même de regarder des opérations de croissance externe. Et effectivement, la recommandation que je formulerais, c'est d'être, j'allais dire, aussi exigeant qu'en période normale, si ce n'est plus, parce qu'il peut y avoir des aléas nouveaux, bien sûr, qui se profilent. Donc, en gros, c'est de faire, pour rester dans les termes anglo-saxons, du business as usual, dans la mesure du possible, même si le business est naturellement un peu impacté par la crise sanitaire. En matière de croissance externe, ma recommandation, ce serait vraiment de continuer à faire preuve de la même rigueur, de faire des audits
dans les différents domaines financiers, comptables, sociaux, environnementaux et tout, avec la même rigueur qu'en période ordinaire. D'accord. Et alors, vous recommandez également de réaliser ces audits, même si l'acquisition de la cible est dans le même métier en fait que vous, parce que c'est parfois on pourrait pêcher un peu par facilité en se disant bah tiens c'est le même métier donc je connais déjà ce métier et puis de par mon expérience je connais déjà un peu l'organisation etc. Non, même si c'est le même métier, vous recommandez malgré tout avec votre fameuse task force, vos conseillers, de mener à bien ces audits. Oui, tout à fait. Je parlais tout à l'heure de valeur. Ouais, c'est vrai que j'aime bien à la fois avoir de l'ambition et avoir de l'humilité, vous l'avez compris. Et c'est pas de la fausse humilité, c'est vraiment faire attention à ne pas faire des assertions sur ce que l'on pense être vrai. Voilà. Alors c'est peut-être l'âge qui vient qui fait qu'on a un peu plus de sagesse, mais voilà. Donc à la fois on a de l'expérience, donc il y a des choses dont on peut tirer parti, et de l'autre, il faut vraiment se prémunir de se dire, bah je sais, et donc ça va aller tout seul. Et donc justement, y compris dans le même secteur, c'est là où il faut sans doute être encore plus prudent. Parce qu'on peut sinon avoir le réflexe de faire des raccourcis en se disant ah bah je connais, c'est la même chose que d'habitude, bah oui, bah c'est ceci, cela, etc. Et pêcher par excès de facilité. Donc je pense qu'effectivement, il faut vraiment travailler en équipe en interne hein, déjà, pour valider le choix de la cible, qui est quand même la question numéro un, quoi. Ça n'a de sens que si la cible correspond aux besoins et aux enjeux stratégiques de l'entreprise. Et puis ensuite, de se faire accompagner, comme on le disait tout à l'heure, par des spécialistes dans chaque domaine et éviter le syndrome je connais, j'ai déjà vu, j'ai déjà fait, et donc ça va aller tout seul et je peux me passer d'un certain nombre de conseils. D'accord. Alors, une fois qu'on a fait donc la lettre d'intention, qu'on a fait la phase d'audit, on en arrive, on rentre vraiment dans le cœur du sujet avec la finalisation des actes juridiques que sont un SPA, hein, donc un protocole d'acquisition d'actions, et également la fameuse garantie d'actifs et de passifs, qui souvent est crainte par beaucoup. Donc, ce sont des documents, là, pour le coup, très techniques. L'acte d'acquisition, on se met d'accord sur un prix, éventuellement les modalités, crédit vendeur, internet, etc. Évidemment, ce qu'on achète, éventuellement les périodes d'accompagnement des personnes qui dirigent l'entreprise qu'on a achetée. Et il y a la fameuse garantie d'actifs et de passifs, qui est pour rappel l'acte dans lequel les vendeurs s'engagent sur un bilan, donc ils garantissent l'acquéreur contre des augmentations de passifs, mais également des diminutions d'actifs, et également des déclarations sur le respect de réglementations type sociale, fiscale, environnementale. Donc, vous êtes d'accord et qu'il faut vraiment être particulièrement bien entouré là, dans ce cas-là, parce que évidemment, c'est un acte très compliqué, qui peut parfois être très technique, et c'est là où justement on voit on va dire les points d'achoppement entre vendeurs et acquéreurs se cristalliser. Et donc de mettre en avant ces conseils, ça peut être aussi une bonne stratégie en fait, pour déminer les points de vue. C'est sûr que je recommande pas de passer des services de vous-même ou de vos confrères. Ces sujets de SPA et de GAP sont, comme vous l'avez dit, effectivement très techniques. Nous, on peut définir, on va dire, le cadre général, mais là aussi, le diable est dans les détails et il y a énormément de problématiques qui se posent, que ce soit dans le SPA, surtout quand on est dans un schéma où il va y avoir un réinvestissement partiel du cédant dans la holding de la société absorbante. Donc là, effectivement, ça nécessite en plus un accompagnement assez subtil. Et puis dans la partie GAP, là, encore une fois, on parle d'argent, on parle d'engagement sur des risques sociaux, fiscaux, environnementaux, commerciaux, industriels, enfin bref, de toute nature. Donc ça doit être effectivement très documenté. Et puis ensuite, il y a la fameuse question de la garantie. C'est-à-dire que c'est bien gentil de mettre une garantie, mais si on ne peut pas actionner la garantie parce que le cédant, c'est pas le cas dans notre expérience, mais si le cédant n'est pas solvable, est parti dans un paradis fiscal ou que sais-je, à ce moment-là, on va avoir un problème. Donc effectivement, il faut mettre en place une garantie de la garantie pour une partie du plafond de la GAP, garantie bancaire à première demande, et ces messieurs sont là pour naturellement faire la nécessaire, ou caution bancaire, ou séquestre, ou toute autre opération. Mais voilà, c'est des éléments très importants parce qu'effectivement, on a toujours tendance un petit peu à sous-estimer les risques potentiels qu'il peut y avoir, et il vaut mieux prévoir le pire
pour être ensuite déçu en bien. Oui, ce qui est d'ailleurs une pratique. Hein. Bon, une garantie à la garantie, c'est en effet une pratique qu'on voit dans la plupart des deals. Donc là-dessus, en effet, c'est pas un sujet tabou. Alors, il y a une spécificité, vous l'avez déjà évoqué un petit peu depuis le début de notre entretien, c'est la particularité de vos transactions quand vous faites des opérations de croissance externe. Vous ne vous contentez pas juste de racheter, mais vous proposez également aux vendeurs de réinvestir dans votre groupe. Donc là, on ajoute une complexité juridique, puisqu'en fait, il y a un pacte d'associés qui, en général, est rédigé pour encadrer vos relations avec ces vendeurs qui, donc, ont réinvesti. Et surtout, il y a les fameuses clauses de good et bad liver. Hein, donc, c'est souvent quelque chose d'assez important. Hein, c'est les vendeurs ne deviennent actionnaires de votre groupe que parce qu'ils sont opérationnels. Donc, évidemment, souvent, il y a des clauses qui prévoient que s'ils ne sont plus opérationnels, à ce moment-là, il y a un rachat de leurs actions. Est-ce que c'est des choses que vous voyez qui ont été mises en place notamment dans votre schéma? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que dans on va dire, les critères d'acquisition d'une cible, il y a bien sûr tous les critères que j'évoquais tout à l'heure d'alignement stratégique par rapport à notre vision. Et puis il y a également le fait que effectivement, si les cédants peuvent en même temps réinvestir dans l'entreprise et quelque part apporter leurs compétences dans la direction de l'entreprise, c'est un plus très fort. Donc, ça apporte effectivement une complexité juridique, mais d'un point de vue opérationnel, c'est vraiment un plus. Parce que du coup, 1 + 1 = 3. Exactement. Alors après, pour les clauses de good et bad liver, donc là encore, c'est de l'anglais, hein, bon ou mauvais partant, c'est effectivement, on est un bon partant quand on part pour des raisons qui sont d'ailleurs pas toujours très sympathiques. Je crois que le décès en est une, mais le départ à la retraite à taux plein en est une aussi qui est un peu moins déplaisante. Mais en ce qui concerne les clauses de good liver et bad liver, bien sûr, ça fait partie des choses qui doivent être précisées parce que à partir du moment où on compte sur quelqu'un pour accompagner l'entreprise dans son développement, si cette personne, pour des raisons qui lui sont propres, hein, décide de quitter l'aventure en cours de route, bah, il faut naturellement que le cas ait été étudié et donc qu'on puisse racheter ses actions avec une décote le cas échéant, etc. etc. Oui, alors c'est vrai que vous nous expliquez qu'en effet, ce sont des choses qui sont habituelles dans vos transactions, mais c'est vrai que les schémas de manco ou de reprise de participation par des dirigeants ou par des anciens vendeurs, en fait, ce sont des schémas très très classiques et qui permettent ce ticket gagnant-gagnant et 1 + 1 = 3 en fait. Hein, donc c'est vraiment quelque chose. Mais je dis pas qu'on a réinventé la roue. Hein. Non, mais c'est qu'on applique un modèle qu'on souhaiterait dupliquer, qui vise effectivement à pouvoir. C'est une pratique en effet qui est assez généralisée. Exactement, à pouvoir. Alors pour moi, c'est un plus encore une fois sur le plan stratégique, financier, mais aussi ensuite d'adjoindre des compétences complémentaires. Et ça, c'est un enjeu, mais je dis parce que c'est vraiment important. On ne s'imagine pas à quel point avoir des entrepreneurs qui rejoignent la boutique, c'est un plus. Très bien. Merci. Alors, en termes de questions, on n'a pas abordé l'année 2020. Est-ce qu'il y a des projets sur l'année 2021 développement international, comment tu vois les choses? Oui, je pense que si on n'a pas de projet, il y a un souci. Donc oui, il y a un projet. Le principe des projets aussi, c'est de ne pas trop les révéler à l'avance. En tout cas, vous m'en excuserez, hein, c'est un peu joker. Mais effectivement, on a des projets. Alors, à la fois en France et effectivement, dans un deuxième temps, à l'international, parce que je considère qu'on se doit d'être à un moment ou à un autre présent hors de nos frontières. J'ai une entreprise où on faisait pratiquement 80% de notre chiffre d'affaires à l'international, donc j'étais un peu né dans cette culture-là. Ça n'empêche, comme je disais tout à l'heure, il faut savoir s'adapter à l'entreprise, et donc on a encore du très bon travail à faire en France. En même temps, il faudra à un moment ou à un autre qu'on pointe le bout de notre nez hors de France. Dans un premier temps, là aussi, soyons réalistes et soyons rationnels, plutôt en Europe que dans le reste du monde. D'accord. Et pour toi, quel est le plus dur? C'est trouver une cible ou trouver le financement pour acquérir finalement une nouvelle entité? Alors, si je dis que c'est trouver le financement, je vais me faire des copains. Non, mais tu as bien sûr la possibilité de lever de la dette, il y a des actionnaires qui
ont un certain nombre de ressources, ou est-ce que c'est les cibles? Comment tu vois les choses sur cet aspect-là? Ce qui me paraît évidemment fondamental, mais là aussi je vais enfoncer une porte ouverte, c'est la qualité de la cible. Ça sert à rien de faire des opérations pour le plaisir de faire des opérations, c'est la qualité de la cible, c'est compliqué. Faut avoir plusieurs projets pour pouvoir faire en sorte qu'il y en ait un qui aboutisse, et clairement la cible est fondamentale. Après évidemment le financement l'est tout aussi, mais si la cible a du sens d'un point de vue stratégique, si elle répond aux critères de l'entreprise, à sa stratégie, et qu'on peut dérouler quelque chose qui, j'allais dire, coule de source, qui va de soi, parce que c'est cohérent, à ce moment-là, le financement s'opère sans trop de problèmes. La seule chose, c'est que si inversement la cible n'est pas pertinente, le financement, on pourra s'asseoir dessus, quoi. Donc, je crois que les deux sont intimement liés, mais évidemment, de l'œuf ou de la poule, c'est l'intérêt de la cible qui prime, parce qu'il vaut mieux pas faire d'opération que de faire une opération qui ne soit pas satisfaisante. Mais surtout que c'est toi qui aussi apporte cette vision sur le métier même de la cible et la cohésion de cette cible par rapport au groupe. Par exemple, aujourd'hui, est-ce que tu vois plutôt une croissance sur des produits existants dans la société ou une diversification sur des produits nouveaux pour atteindre de nouveaux clients avec des profils différents? Alors, c'est vrai que les opérations de croissance externe, mais là aussi, je vais pas apprendre grand-chose à quiconque. Ça a plusieurs objectifs. Ça peut combler des trous soit géographiques, des trous de gamme, des trous en termes de pays, de segments de marché. Voilà, ça peut combler, on va dire, ou accélérer le développement dans certaines zones qui sont moins couvertes par l'entreprise. Donc, il peut y avoir plusieurs raisons. Nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt, on va dire, concentré sur nos gammes de produits existantes. On souhaite plutôt, parce qu'on reste encore une entreprise à taille humaine, une soixantaine de millions d'euros aujourd'hui, etc. Et donc, on ne souhaite pas se diversifier en amont, en aval, de faire de l'élargissement de gamme. On reste concentré pour bien faire ce que l'on fait. Donc, toujours focus sur des produits premium, haute qualité. Absolument, absolument. Des produits de panification, des produits de snacking, des produits de pâton de pizza, effectivement, à façon pour nos clients et premium et conventionnel ou bio. Alors, on a parlé bien sûr de la présence de fonds d'investissement au capital. Il y a des pactes d'actionnaires, il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées dans ce pacte d'actionnaires. Comment tu vois la sortie de ces fonds d'investissement? Est-ce que c'est un timing qui est pour toi très établi, donc définir une stratégie par rapport à cette date? Comment, en tant que dirigeant et aussi en tant qu'actionnaire, parce que tu as fait confiance à la société en étant actionnaire de manière significative pour un particulier quand tu es arrivé, comment tu vois les choses? Alors, c'est un sujet sur lequel il faut être naturellement très prudent quand on s'exprime ces sujets-là. Voilà. Mais pour pas être dans la langue de bois, ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est pas un sujet tabou. Il n'y a pas en revanche une date. C'est pas le 11 novembre à 10h50 que ça va se faire. C'est naturellement l'actionnaire majoritaire qui est souverain en la matière, hein, donc c'est lui qui définit son calendrier. Nous, on a une petite idée de quand ça doit se faire, mais faut pas se tromper. Nous, on est dans l'opérationnel. On doit travailler au quotidien pour le développement de l'entreprise, à chacun son métier. C'est ensuite à l'actionnaire de préparer la suite. Malgré tout, il faut nous qu'on soit vigilants par rapport à ça, qu'on s'y prépare, mais c'est pas une obsession tous les matins. Je pense que voilà, l'important c'est d'être concentré sur l'opérationnel, surtout par les temps qui courent. On a besoin d'être mobilisé, j'allais dire à 200% sur l'opérationnel, et puis le reste du temps, comme ça, on peut le consacrer à la suite des opérations, mais il ne faut pas que ce soit chronophage. D'accord. Merci. Alors, je ne sais pas dans quel timing on est, si il y a d'autres questions. Donc, aujourd'hui, je dirais, tu as parlé un petit peu de l'international. Comment tu vois les choses? Est-ce que c'est quelque chose sur le court terme que tu souhaiterais lancer, une présence, une production? Parce qu'on sait bien que le pain français a une renommée aussi internationale. Il y a déjà beaucoup d'acteurs sur cette place. Comment tu vois les choses? Alors, effectivement, dans un premier temps, c'est en exportant des produits.
D'accord. Donc, ce que nous réalisons déjà, on exporte déjà des produits. Les produits sont sous quelle forme? On va peut-être pas préciser, mais ce sont des produits surgelés. Surgelés. Surgelés qui ont généralement donc une date de durabilité de 12 mois. Donc voilà, qui de ce fait voyagent plutôt bien. Le seul bémol, c'est que ce sont des produits dont certains n'ont pas forcément une très forte valeur ajoutée ou sont plutôt volumineux et donc les coûts de transport peuvent être assez coûteux. Donc c'est quand même une petite barrière à l'exportation. Mais la première étape, c'est bien sûr l'exportation. La deuxième étape, c'est un petit peu le sujet de notre matinée de ce matin, c'est bien sûr par le biais de la croissance externe aussi, ou de la création ex nihilo. Création ex nihilo, c'est pas toujours simple, c'est risqué, c'est dans un horizon de temps qui est long. La croissance externe, encore une fois, sans qu'elle remplace tout le reste, elle permet effectivement de s'implanter sur un pays avec en plus des équipes locales, une connaissance du marché domestique, des gens qui parlent la langue quand c'est pas en zone francophone, et donc c'est un plus aussi. Donc c'est quelque chose effectivement qu'on ne s'interdit pas de regarder dans un avenir plus ou moins proche. Très bien. D'accord, merci beaucoup pour ces différentes interventions. Je ne sais pas si en termes de conclusion, le timing est bon. On va remercier surtout de ta présence, Jean-Manuel, et d'être venu témoigner. On est content aussi que vous ayez pu suivre en direct cette intervention. Généralement, on le fait bien sûr dans une salle. Cette année, on l'a fait grâce à Stéphanie et à toute l'organisation via vidéo. Voilà, et puis on espère vous retrouver l'année prochaine pour une nouvelle intervention. Merci. Merci à vous.